Alors ce soir, ce que vous allez voir traite d'addiction. Mais vous n'allez pas être passif. Le théâtre forum, c'est, par principe, le fait que le public peut intervenir, donner son avis et jouer avec les comédiens au plateau. N'ayez pas peur, on est tous ensemble. Salut. Bonjour. Ça va? J'ai amené du champagne. Ah. De l'excellent champagne. Bon, on y va? T'es prête? J'arrive. J'arrive. Eh ouais, nickel, comme d'habitude. Du jus de pomme. Y a de l'alcool là-dedans? Non, non, c'est du jus de pomme, du bio. Ah ouais? Oh, je suis choquée. Bon, c'est pas grave, on le garde pour demain matin au petit-déj. Voilà, Ouais. pour demain matin, allez. Alors, le vendredi soir, ce qui est obligatoire, le jeu. Bah oui, le jeu. Jeu qui a déjà... Qui a déjà? Tu connais que c'est très simple. Bon, il faut que quelqu'un pose une question. Et si on a déjà fait ça, on lève la main. Ouais, par exemple, si t'es déjà allé à Marseille. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. Oui, j'ai oublié de rajouter la règle. Hein. Si on lève la main, on est obligé de boire un coup. Donc voilà. Ah non, 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 non. Non, non, on peut pas d'alcool. Mais il y a presque rien dedans. C'est 2%. 2%, c'est rien, je t'en mets un tout petit peu. Cul sec. Cul sec? J'accueille les gens qui ont un problème d'addiction. Et ce que je remarque, et que je compare avec les entendants, ils n'ont aucun soutien professionnel. Voilà. Ils sont isolés, ils n'en ont jamais parlé avec qui que ce soit. Et ils ont peur que les autres sourds soient au courant. Et ça, c'est un sentiment très, très fort. Et ce sentiment-là, il n'y a pas d'endroit pour en discuter. Il n'y a pas d'autres sourds avec qui ils peuvent aborder ça. C'est pour ça qu'on fait le théâtre, pour montrer qu'il y a des stratégies à faire, qu'il faut échanger, il faut discuter dans les associations, partout, de ces problèmes-là, tranquillement. Et personne n'est jugé, il n'y a pas à juger les gens. Alors, qui a déjà embrassé avec la langue? Yes. C'est fort. Cul sec. Ouais, bravo! Une des hypothèses par rapport à l'addiction, on retrouve l'importance de la fête. Et donc, et ça tout le temps. Donc la fête, c'est un moment très très important et fondamental dans la vie des sourds. Ils se soulagent de leurs problèmes quotidiens, ils se retrouvent, il y a une grosse chaleur humaine, c'est très positif. Toute la semaine, ils sont pour faire leurs courses, pour travailler, il faut des efforts, c'est épuisant, bon voilà. Il faut des moments de respiration où la communication n'est plus un problème. Et voilà, c'est très important. Dès la première rencontre, je suis tombée amoureuse de mon mari. C'était mon premier amour. J'étais dans le déni de son problème avec l'alcool. J'ai pas vu. J'étais amoureuse. Et l'alcool, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait faire. À 18 ans, j'ai commencé à fumer des joints. Avec mes potes sourds de l'école. C'est venu de là. Et puis, il y avait mon frère qui fumait. Ça m'a influencé. Et ma sœur aussi aînée fumait. C'est ça qui m'a donné envie d'essayer. Et avec le temps, je suis devenu accro à la fumette. C'était trop bon. J'étais euphorique, détendu. J'avais des fous rires. Et puis toutes les conneries qu'on fait quand on fume des joints. Et à l'âge de 20 ans, j'ai touché l'allocation adulte handicapé. J'ai pu m'acheter ma drogue, de quoi fumer. Grâce à cet argent, j'ai pu m'en acheter régulièrement. Au début de notre relation, il buvait beaucoup de Ricard. Bon, moi, je l'accompagnais. Je buvais avec lui, mais seulement le soir. Du vin rouge, c'est tout. Et puis, j'en ai eu marre. Au bout de 3 ans, j'en pouvais plus. C'était trop d'alcool. Mais lui, c'était tout le temps.
tous les jours. Et c'était vraiment pénible parce que je devais le suivre dans sa dépendance. Ça, c'était plus possible. Santé. Oh là là. J'ai la tête qui tourne. Vas-y, mollo, hein. Je rentre en voiture. J'ai déjà bu 3 bières. C'est rien. Tu sais, 4 bières, c'est un verre de vin. Donc bon, voilà, 3, 4, bon, c'est bon, voilà. Mais t'inquiète, c'est bon. Hein, c'est vrai. Allez. Yes! Allez. Wouhou! À moi de poser une question. Qui a déjà été bourré? Et il dépensait un fric là-dedans. Par mois, c'était 800, 900, presque 1000, un peu moins, 1000 € par mois quand même. En découvrant les relevés de compte, j'en revenais pas. Je me demandais comment, en consommant tout ça, il tenait encore debout et n'avait pas de problème de santé. Comment c'était possible? Je dépensais tout mon fric dans le cannabis. Je ne pouvais plus m'acheter d'habits. Tout passait là-dedans. Je n'avais plus de quoi m'habiller. Et pour mes besoins quotidiens, il ne me restait plus rien. Par exemple, par mois. Bon, tu imagines, avec 100 €, tu as juste de quoi fumer pour une semaine. Alors qu'avec cet argent, tu pourras acheter des vêtements qui durent bien plus longtemps, 3, 4 ans, ou des baskets qui peuvent durer jusqu'à 2 ans. Alors que le cannabis, ça part vite, c'est du gâchis. Les vendredis soirs, on fait la fête, on a le sourire, mais arrive la Covid et les interactions, c'est fini, les sorties, c'est fini, plus de fête. Que ce soit le confinement, ou une solitude, une séparation de couple, on se retrouve tout seul. Dans ces moments de fragilité, c'est retrouver peut-être des moments agréables qui sont associés au vin. Donc c'est le vin à ce moment-là. Voilà, c'est ça que ça veut dire, la scène, quoi. Voilà. Et c'est là où il y a un risque de dépendance. Donc, les comédiens vont rejouer la scène autour de la table. La jeune femme se tiendra ici, Emma donc, et vous allez essayer de la protéger, de la défendre. Dans la salle, peut-être que ça vous est déjà arrivé de devoir protéger quelqu'un. Si vous avez des idées, des volontaires? Oui, venez. Où est-ce que tu veux reprendre? Du début ou autour de la table? Là-bas? Ok, allez. Tu peux te décaler, s'il te plaît? Qui a déjà été à Marseille? Bon, ah ouais, j'ai oublié de dire... alors là, il faut boire. C'est les règles. Ah non. En fait, elle boit pas d'alcool, ça se respecte, c'est comme ça. Elle boit pas d'alcool. Elle se prive de ce plaisir, elle est juste un peu. Je voudrais du jus de pomme. Elle veut du jus de pomme, tu vois. Ça te va? Tu m'en as mis qu'un tout petit peu. Ah, c'est le début du jeu. Non, mais faut pas casser la règle du jeu. Écoute, tous les trois, on picole, et elle, on la laisse tranquille. Les vendredis soirs, on l'invitera plus. Bravo. On la félicite. Les 3 principales addictions, celles qui ont le plus de conséquences en termes de santé publique, de décès et de maladies, c'est le tabac, l'alcool et le cannabis. Alors, qui voudrait remplacer directement Emma? Qui est partant? Allez. Ça te va, ça? Je préfère de l'eau, s'il te plaît. Tous les 3, vous pouvez boire de l'alcool si vous voulez. Mais moi, ça, le jus de pomme, ça me va. Mais ça va t'exclure, il n'y aura pas d'ambiance. Moi, je peux jouer, hein, je peux m'amuser sans alcool. Mais c'est impossible. Bah, on verra, on essaye, on le teste. Mais moi, je suis pas à l'aise de boire si quelqu'un qui boit pas d'alcool, si moi je bois. Elle me fatigue. Bravo. Oh là là, difficile à convaincre, hein?
Bravo. La politique qu'on a, la philosophie qu'on a, c'est ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. La politique de réduction des risques, c'est que les gens soient au courant des risques qu'ils ont pour leur santé et qu'eux-mêmes soient autonomes et arrivent à réduire les risques et à gérer les choses. Je connais quelqu'un qui est addict à l'alcool, c'est bien ça? Ouais, à l'alcool. Et il est assez seul. Mais il faudrait qu'il s'aère, qu'il rencontre des gens. Mais il peut pas. Parce que s'il va à l'association de poker, ça picole. S'il va à la pétanque, pareil, ça picole. Donc, ça en rajoute à sa solitude. Il faudrait réfléchir à trouver une solution. Moi, je gère une association sportive. Et il y a toujours plein de jeux, de stands de vente d'alcool. Et c'est vrai que ça serait peut-être une bonne idée de faire une soirée sans alcool. Mais une soirée sans alcool, ça apporte moins d'argent parce qu'il y a moins de ventes. Alors du coup, comment faire? Est-ce qu'on peut faire une soirée sans alcool? Et comment faire une soirée sans alcool dans ce cas-là? On ne fait pas la morale, on n'est pas de conseils, c'est pas de la prévention, il faut faire ceci, il faut faire cela. On dit il y a un problème, discutez-en ensemble pour que les gens qui n'en ont pas envie de boire, on les force pas à boire dans une fête, par exemple. Voilà. Ça, c'est quand même le minimum. Et si quelqu'un, on voit qu'il il boit un petit peu trop, on peut lui conseiller gentiment, voilà, ou le raccompagner en voiture, pas des choses comme ça. Que ce problème-là soit pris en compte par la communauté. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Merci beaucoup. Santé. Oh, il est délicieux, ce champagne. Hein? Eh oui, c'est ça, la France. À New York, on ne peut pas avoir un champagne comme ça. Non, j'ai pas fini mon verre encore. Non, non, merci. Non, merci. Attends. Hop. Hop. Et regarde. Merci. J'ai cherché à comprendre pourquoi il buvait. Pourquoi? Tout le temps. Est-ce que c'était une faiblesse de sa part ou de la mienne? Est-ce qu'il avait un problème au travail? Avec un collègue? Est-ce que c'était ma faute? Comment réagir? Nos problèmes d'argent, ils venaient de lui ou de moi? Je me posais plein de questions. Toutes sortes de questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est très fatigant, oui. T'en es à combien de verres, là? C'est le 5e verre. Mais t'es pénible, tu me corriges tout le temps, toi. C'est quand même ton anniversaire, putain. Tu peux pas me lâcher? Tu sais, ton permis... Mais je fais attention, tu sais, je gère. Bon, t'as déjà eu une annulation de permis. Là, il te reste un seul point. Voilà. Moi, je voulais te donner de l'ambiance pour ton anniversaire et voilà ce que tu fais. C'est de ma faute. J'aurais dû rien dire. Quand je me suis mis à fumer, je ne sentais rien de spécial. Et puis petit à petit, mon corps a changé. Il s'est complètement transformé, ouais. Je ne mangeais pas assez. Je n'avais plus d'appétit et aussi, je n'avais plus envie de rien. Et puis, je ne foutais plus rien. Je ne cherchais pas de boulot. J'étais affalé toute la journée. Mon comportement a changé. J'avais mauvais caractère. Je râlais tout le temps. Je m'en prenais à mon mari. On se disputait. Je me comportais vraiment mal. J'ai toujours évité de lui dire des choses qui pouvaient le vexer. Je ne le provoquais jamais. Quand une personne a un problème avec l'alcool, il ne faut jamais aller contre son avis. Si elle croit une chose, faut la laisser dire. C'est comme ça. Elle n'a pas de recul. Elle est en plein naufrage. Non, c'est pas de ta faute. C'est lui. Mais moi, je veux l'aider seulement. Moi, je veux qu'il arrête. C'est son problème, l'alcool. C'est à lui de gérer. Tu peux pas l'aider. Il n'y a que lui qui peut s'aider. Le principal problème au début, c'est le déni. Le déni. C'est que la personne qui est addicte, souvent, nie
ni qu'elle est addicte. Ça ne s'affronte pas violemment, quoi, frontalement. On parle d'autre chose, on parle des relations qui sont en train de se détériorer, familiales et tout, et on voit que c'est les conséquences de l'addiction. Eh bien, il faut discuter de ça avec la personne et voir ce que la personne se sent envie de faire pour sortir de ce piège, quoi. Et l'aider complètement à ce moment-là. Faire un petit pas avec elle, un pas, puis un deuxième pas, un troisième pas. L'addiction, moi, au départ, je pensais que ça concernait que l'alcool. C'est ce que je croyais. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions, parce que j'entendais dire que le cannabis pouvait créer de l'addiction. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les joints, l'alcool, la cocaïne et tout le reste, ça peut rendre addict. J'ai réalisé que j'avais une addiction. Avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est tomber dans l'habitude petit à petit et ne plus s'arrêter. Il est où le problème? Il est là. C'est pas à toi, c'est à une amie. Tu me prends vraiment pour une conne? En anglais, comment ça s'appelle, ça? Du shit? Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire caca. C'est pas pour rien. C'est que c'est de la merde. C'est de la drogue. Bah... Quand même, hein? Didier! J'ai besoin... Ouais, j'arrive. Arrête. J'ai un problème avec ta fille. C'est quoi? C'est ça. C'est quoi ce truc? Mais c'est ta fille qui fume des joints, bordel! Tu fumes des joints, toi? Avec quel argent tu fumes? Mais avec son argent de poche, bien sûr. Ah, l'argent, là. L'argent de poche, là. Ça va mal se passer pour toi, hein? Non, mais... Je te l'avais dit. C'est ta fille. Voilà, à hein. tout lâcher comme ça, être tranquille. Ah, voilà. ça va être de ma faute, maintenant. Ouais. Ma famille ne m'a jamais donné de conseils. Jamais mis en garde sur les risques du cannabis pour ma santé. Rien. Ma mère, elle me disait d'arrêter. Mais je l'écoutais pas, parce que je considérais que j'étais libre et que si j'avais besoin de fumer, c'était pas son problème. C'est de 10 à 11% de moins de fumeurs chez les sourds que dans la population générale. Pour le cannabis, la consommation globale est à peu près la même que sourds et entendants, mais chez les jeunes sourds, elle est plus importante. Hein, c'est 26% des jeunes sourds et c'est 20% chez les jeunes entendants. Tu lui dis que c'est dangereux, hein? Oui. Ah, la communication est impossible avec elle. Calme-toi. C'est quoi le problème? Ah, tu sais que j'ai fumé, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Mais j'ai arrêté. Tu sais ce que c'est? T'en fumes combien par jour? Bon, 1, 2 par semaine, depuis 6 mois, quoi. Oui, allez, 2, 3, va. Tu l'as trouvé où? Bah, dans le quartier, Où ça, quoi. où ça? À la cité. Je te préviens, effectivement, c'est dangereux. Tu sais, si tu fumes un truc comme ça, est-ce que ça t'a picoté un peu la langue parfois? Bah, si t'as ces premiers signes-là, c'est que c'est dangereux. C'est pas ça qui va me convaincre. Attends, on est de la même famille. C'est maman qui t'a dit de me parler. Bah, je suis ton oncle quand même. Tu sais très bien que je suis fêtard, que je sais de quoi je parle. Moi, j'ai arrêté parce que, justement, il y a un assistant social qui m'a aidé, qui m'a expliqué tout ça, qui m'a aidé à arrêter. Tu veux le rencontrer? Ouais, pourquoi pas. Ok, allez, Si tu veux. on y va. Il voulait aller en cure car il en avait marre de boire autant. Il allait se faire soigner, mais quand il rentrait à la maison, il se remettait à boire. C'était des phases. Des périodes où ça allait mieux et d'autres où il retombait dedans. On n'a jamais pu retrouver une vie sereine. Jamais. J'ai réussi à arrêter pendant 6 mois, mais j'ai repris. Ça n'a pas marché. Dommage, pas grave. Et j'ai recommencé à fumer beaucoup. Et depuis pas longtemps, depuis fin août, j'ai arrêté. Pour arrêter l'herbe, je n'ai pas rencontré de professionnel ou de psychologue. Jamais. Je me contrôle moi-même. Parce que je me connais. Donc c'est à moi de me retenir. C'est important. Aller voir un psy pour en parler, pour moi, c'est une perte de temps.
Me gérer tout seul, c'est gagner du temps. J'ai réfléchi à quoi faire de concret dans ma vie pour m'arrêter. J'ai fait la liste des moyens que j'avais pour aller mieux. Et j'y suis arrivé, ça m'a fait du bien. Au départ, j'étais nerveux à cause du manque. C'est normal, mon corps n'était pas habitué. 2 semaines sans fumer, j'étais en manque. Je me forçais à pas y penser, fallait tenir bon. Et pour m'occuper l'esprit, je jouais à la PS5, je regardais la télé, des DVD, des films, Netflix. Je sortais voir des amis, je parlais avec mon mari, j'allais à la mer. C'était pour me vider la tête, pour que tout ça prenne plus d'importance que de fumer du shit. Tout le monde, l'addiction, généralement, tout le monde dit « je vais arrêter tout seul, je maîtrise et tout ». Ce qui est quand même une grosse illusion. Et ceux qui disent ça, c'est tout un parcours. Dans 95% des cas, les gens ont un parcours d'arrêt. Ils arrêtent une fois, 6 mois, puis ça revient, etc. 95% des gens, ils ont besoin, à un moment donné, de groupes de parole, de conseils, d'une aide et tout. Arrêter seul, quand on est vraiment dépendant, c'est très difficile. Alors, pourquoi est-ce que tu viens? Parce qu'il m'a forcé, tiens. Il m'a jeté là. Bon, ok, mais tu viens pourquoi? Vas-y, explique ton problème. Parce que j'ai fumé un joint, c'est la crise. Et pourquoi alors tu t'es mise à fumer? Comme je te dis, ma mère, elle s'excite tout de suite, on peut rien lui dire. Tu vois, dans la famille, c'est la crise, quoi. Et puis, avec mes copains, ça met l'ambiance, on fume ensemble, c'est bon pour le moral, on se pose là, tu vois, quoi. Oui, je comprends bien. Tu sais, aujourd'hui, c'est de plus en plus dangereux de fumer. Mais j'ai vu sur Internet, l'herbe, c'est naturel, c'est même très bon pour la santé. Alors, il y a 2 choses que tu vas avoir dans un joint que tu fumes. Il y a du THC, c'est ce produit qui provoque l'addiction. Le THC, autrefois, en fait, il y en avait 2-3% dans l'herbe qu'on fumait. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et il y a des gens qui deviennent complètement accros et c'est extrêmement difficile de sortir de cette addiction. Mais quand tu parles d'être apaisé, c'est le CBD, c'est une autre molécule. Et ça se vend de façon légale. Et effectivement, c'est quelque chose qui apaise. Mais ce sont 2 choses bien distinctes. Tu es encore très jeune et tu sais que quand on grandit, jusqu'à même 25 ans, on se construit encore. Le corps se structure, mature. Et fumer des joints comme ça détériore ton corps. Et ça abîme le cerveau également. Donc, moi, je suis là, si tu veux, pour t'aider et dans ce chemin pour essayer d'arrêter. Moi, ce que je te proposerais, c'est plutôt qu'on se voit après coup avec tes parents. Avec mes parents, bon courage, hein. Tu vas voir, la communication est impossible. Essaye. OK? Au revoir. Il faut qu'ils comprennent les raisons qui le poussent à boire. Est-ce que c'est la peur? L'anxiété? Est-ce qu'il est maniaco-dépressif? Ce sont ces 3 choses-là, les 3, qu'il faut soigner. Et si on ne les soigne pas, est-ce que je peux espérer un jour qu'il arrête l'alcool, qu'il sorte de son addiction? C'est une grande question. Ça dépend de lui, de ce qu'il veut pour sa vie. Les sourds n'ont pas de lieu pour arrêter. Donc c'est très récent, ça fait quelques mois, où il y a un lieu, et puis il en faudra d'autres, en France, où on expérimente avec des psychologues sourds, avec des médiateurs, des médecins en langue des signes, un lieu pour aider les gens, accompagner les gens qui décident d'arrêter. Pour arrêter de fumer, le déclic, ça a été quand mon mari m'a dit « Si tu reprends comme avant, je divorce, c'est fini ». Ça a fait tilt, c'était du sérieux. Mon mari, c'est le plus important. Si on se sépare, ma vie est foutue. Ça a été une prise de conscience. Alors j'ai essayé. Il m'a supplié de réduire. J'ai diminué petit à petit jusqu'à arrêter. Mon mari est vraiment content. C'est normal. Quand on fait le sevrage ou l'arrêt de l'addiction, on fait addiction, on ne fait pas couper. On la met, on l'éloigne. C'est plutôt le signe qu'on emploie. C'est-à-dire que l'addiction, on l'écarte de soi, on s'en protège
Parce que c'est possible que ça revienne. Eh bien, tant pis, si ça revient, eh bien, on recommence un effort et on repousse l'addiction.